Bonjour à vous, ODF Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mémoires de l'ufologie en France pour les générations futures. Je vous retrouve dans le département de l'Yonne, au lieu dit Le Grand Ponceau sur la commune de Cherbuis, chez un ufologue qui est souvent passé dans les émissions d'ODF TV, qui est reporter de la chaîne pour ce département et les départements limitrophes, mais également président de l'association d'études des phénomènes aériens non identifiés, membre du SSAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques en France. Pour ce nouvel entretien, ce nouvel interview qui a été réalisé là dernièrement, il va donc vous faire part de sa passion concernant le phénomène OVNI ou OANI, de ses veillées, de ses enquêtes sur le terrain, de ses anecdotes de tournage au cours de nombreuses vidéos qui ont été faites sur ODF TV, enregistrées dans ce département qui est l'Yonne. Bref, une suite aux nombreux entretiens qui ont été réalisés ici, au Grand Ponceau. Car il faut quand même le préciser, c'est qu'ici c'est un peu le studio, l'un des studios d'ODF TV. De nombreuses choses ont été faites ici depuis 2013. Car les tournages dans l'Yonne ont commencé en mai 2013, soit il y a 6 ans ou 7 ans pour vous. Donc passons dès à présent au nouvel entretien avec l'ufologue Rémi Fauchereau. Si tu devais faire un constat de l'ufologie des années 2010, que retiendrais-tu déjà en ufologie ? Ouais, il y a eu pas mal de choses de faites, il y a pas mal de choses qui ont disparu. Bon, donc on a vu les suricates apparaître, on les a vus disparaître, il y a eu donc des veillées de fête, ils avaient lancé les veillées. Il y a eu d'autres, bon, il y a eu des livres qui sont sortis, pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet ufologique. Moi, dans mon département, j'ai commencé à me lancer un peu dans l'ufologie en sortant des livres dans l'ufologie du département de Lyon aussi. Bon, ça a été... Si, j'aimais bien, moi, les années 2010. Il y avait du mouvement, il y avait pas mal de choses qui se faisaient. Et puis, bon, bah, ça s'est essoufflé un petit peu. Il y a eu, disons, les années 2010, jusque dans les années 2010, ça allait. Après les années 2010, bon, on verra, c'est peut-être un autre sujet. J'ai l'impression on a continué à se lancer, surtout sur Internet, dans l'ufologie, et qu'il y a eu beaucoup de fakes, de méprises, etc., qui sont apparus surtout en vidéo et tout ça, en photo, etc. Pour un petit point lumineux à droite, à gauche, on en faisait tout de suite un ovni, etc. On lançait une alerte, tout. C'était un peu tout et n'importe quoi. Même à partir d'une lanterne thaïlandaise, etc. Jusque dans les années 2010, ça allait. Depuis 2005 d'ailleurs, avec les rencontres de Châlons-en-Champagne, 2010, 2005, 2010, c'était bien parti, c'était vivant, il y avait du travail de fait, il y avait pas mal de choses de faites, et puis petit à petit, c'est pas que ça s'est essoufflé, mais c'est qu'il y a eu un peu un peu tout et n'importe quoi qui est venu se rajouter sur cette période, et puis ça a donné un peu, c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Il y a des trucs qui ont disparu, il y a des livres qui ont été publiés un peu sur des sujets un peu limites. Bon, bah, ensemble, jusque dans les années 2010, j'étais satisfait, moi, de l'ufologie. Je te reformule la question. Si tu devais faire un constat des cas d'observation d'OVNI des années 2010, que retiendrais-tu ? Bah moi, les cas des années 2010, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé autour du département de Lyon, hein, c'est-à-dire en France ou à l'étranger. J'ai suivi ça un peu, bon, bien sûr, par l'intermédiaire de ODH TV, quand ils présentaient une carte mondiale ou quand ils présentaient une carte
de la France, avec les différents cas, il y en avait un peu partout dans tous les départements, il y a toujours des signalisations, des signalements de boules lumineuses, etc. C'était intéressant. Et puis ça c'était pour la France, puis aussi dans les pays étrangers, il se passait toujours une activité ufologique quand même sur l'ensemble de la planète. Hein. Il y avait toujours une activité ufologique et c'est comme ça qu'on le suit mieux. On est au courant, on est mis au courant assez régulièrement de ces phénomènes. Donc on voit que ça bouge tout le temps, hein, que ça bouge tout le temps sur l'ensemble de la planète, dans des endroits différents, dans des pays différents, c'est sûr. Moi, dans le département de Lyon, j'ai quelques cas qui ont été importants, etc., dont j'ai parlé dans mes bouquins, et puis c'est un peu à part, quoi. C'est quelque chose de très local, très localisé, c'est pas vraiment l'ufologie générale. Le département de Lyon, c'est quelque chose de marginal, quoi. Alors pourquoi as-tu adhéré à l'association du CEOF? Alors j'ai adhéré à l'association du CEOF parce que je voulais faire partie d'une association qui était dans le sud de la France, et j'ai connu que celle-là. Et puis celle-là était réputée parce que c'était donc celle où avait officié Jimmy Guyeux. Il n'y avait pas que Jimmy Guyeux, il y avait René Vorino aussi. Voilà, aussi. J'en ai profité aussi pour faire connaître mes ouvrages, et donc ils m'ont fait de la publicité dans le bulletin du CEOF. Pour justement divulguer mes ouvrages un peu à tous les membres ou à tous les gens intéressés dans la région de Marseille. Donc ça m'intéressait doublement. Il m'avait aussi invité à venir faire une conférence, mais à cette époque-là je m'occupais de mon père qui était malade, et j'ai pas pu descendre. Il voulait me payer le TGV, l'hôtel, etc. pour faire la conférence. Et donc j'ai pas pu descendre parce que je m'occupais de ma famille, des membres de ma famille qui étaient en difficulté de santé. Bon, mais voilà, donc je suis resté au CEOF parce que c'est des gens qui ont été toujours très corrects avec moi, et puis qui n'ont pas hésité à faire connaître mon travail par l'intermédiaire de leur site internet ou par l'intermédiaire de leur bulletin, du CEOF. Voilà. Et il continue toujours à publier des choses par rapport à toi? Dans le prochain bulletin du CEOF, ils vont en faire 2 pages. Voilà. Donc c'est gentil, c'est très gentil à eux. Moi ça m'intéresse parce que ça me permet de me faire connaître dans le sud de la France, comme ça. Parce que le département de Lyon, il ne le connaît pas forcément dans le sud de la France. On ne connaît pas forcément le travail qui est fait sur le département de Lyon. Et donc c'est intéressant à ce point de vue-là pour moi. Lorsqu'il y a une vague d'ovnis ou de témoignages, faut-il prendre en compte tous les cas ou juste le premier signalement? Non, le premier signalement doit être un signal d'alerte. Il faut être en état de veille. Et tous les cas qui arrivent, il faut les prendre en considération, mais il faut surtout rester objectif et en faire une bonne critique. Une bonne critique, c'est-à-dire bien les étudier pour voir ce qui relève vraiment de ce qui pourrait être une vague et de ce qui pourrait être une méprise. Et donc, s'il y a beaucoup de méprise, évidemment, la vague perd de son intérêt et de sa valeur. S'il y a beaucoup de cas qui sont vraiment inexpliqués, on peut parler alors là qu'on est en présence d'une vague. Beaucoup de passionnés attendent une grosse vague d'ovnis. Penses-tu que c'est vraiment utile pour l'ufologie actuelle? C'est-à-dire que ça fait parler, parce qu'une grosse vague d'ovnis sera forcément médiatisée, surtout par Internet maintenant. Mais ça va faire beaucoup parler. Ça va relancer le sujet, ça peut relancer le sujet comme la vague de 80-90 en Belgique. Avec la SOBEPS, on avait compté jusque, je crois, à 1000 adhérents à la SOBEPS. Maintenant, après, une fois que l'intérêt de la vague est retombé, bien sûr, le nombre d'adhérents a chuté. En chute libre, il a chuté d'une manière faramineuse.
Mais disons, oui, une vague médiatisée, ça peut relancer l'intérêt pour les ovnis. Bon, mais il faut être prudent aussi. Il faut voir ce que c'est que cette fameuse vague, de quoi elle est constituée. Est-ce que les livres d'observation d'OVNI influencent les vagues? C'est possible qu'il y ait une corrélation aussi de ce côté-là. C'est possible qu'il y ait une influence. Hein. Parce que quand on parle d'OVNI, tout le monde s'intéresse au phénomène OVNI et tout le monde cherche à en voir et tout le monde, comme par hasard, en voit. Alors donc, ça peut effectivement, on peut parler de vagues, on peut arriver jusqu'à une vague. S'il y a beaucoup d'observations, on peut parler jusqu'à une vague, c'est sûr. Oui. C'est possible que ça soit ça. Par contre, la vague de 90, là, de 89-90 en Belgique, il n'y a pas eu tellement de livres d'OVNI de faits. Ils ont été faits après la vague. La vague est arrivée avant, les livres ont été faits après. Alors donc, c'est un peu différent. L'affaire de rencontre rapprochée du troisième type de Sauvigny-le-Bois s'est déroulée il y a 50 ans en arrière. Oui. Peux-tu nous en parler? Alors en 67, à Sauvigny-le-Bois, monsieur Monin, comme on dit le père Monin, on l'appelait comme ça à l'époque, était sur le portail de sa maison, sur son perron même, plus exactement. Et il a vu arriver une boule de lumière qui venait en provenance du cimetière, qui se trouve derrière sa propriété. Et cette boule de lumière est venue se poser à proximité d'un ginkgo biloba qui était dans sa propriété, au milieu de son jardin. Et quand elle s'est posée, cette boule de lumière a pris la forme d'un œuf allongé, mais pas en hauteur, en largeur, à l'horizontale, tout simplement. Et c'est posé à quelques mètres du sol. Il y avait des petites flammes qui en descendaient d'un côté, et de l'autre côté, il y a un petit bonhomme qui est descendu, d'une taille d'1,20 m, et qui est apparu donc au père Monin. Et donc le père Monin était avec sa petite fille, pardon, qui a vu l'objet, mais qui n'a pas vu le petit être qui est descendu de l'objet. Sa fille a vu, donc la mère de la petite fille, a vu l'objet. Et j'ai retrouvé sa mère qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui vit à Valence, qui m'a témoigné de la réalité de l'affaire. Et donc, la mère a vu une boule blanche, simplement, elle allait chercher des médicaments pour sa fille. Elle a vu une boule blanche, et c'est tout ce qu'elle a vu. Elle n'a pas vu l'objet ni posé dans le jardin, enfin en sustentation dans le jardin, ni le petit être aussi. Il n'y a que le père Monin qui a vu l'ensemble du phénomène. Le père Monin est décédé depuis longtemps, il avait fait la guerre de 1914, il avait été gazé, mais il était encore vaillant, ça marchait, la santé ça marchait encore bien, donc il n'a pas eu d'hallucination ou de choses comme ça. Et donc, on doit retourner avec Bertrand Meust le plus tôt possible, dès qu'on pourra, voir ce dernier témoin vivant de l'affaire de Sauvigny-le-Bois, qui est la mère de la petite fille, enfin pas le dernier, puisqu'il y a aussi la petite fille qui nous a reçus déjà avec Bertrand Meust, qui habite dans les environs d'Apoigny, et donc il y a encore deux témoins vivants, la petite fille et la mère. La mère, il serait urgent d'aller la voir avant qu'elle finisse en maison de retraite ou quelque chose comme ça, et puis qu'on puisse plus qu'elle ne se rappelle plus ou qu'elle ait des pertes de mémoire, ce qui arrive quand on est une personne âgée. Et donc, mais quand on l'a vu, nous on l'a vu avec Michel Mienville, mon deuxième enquêteur et cofondateur de l'AEPA. On était la voir une fois, elle se rappelait très bien, elle discutait très bien, elle ne veut pas être filmée, mais elle a accepté qu'on enregistre la conversation. Et Bertrand Meust voulait la voir pour lui poser des questions bien spécifiques sur ce cas. On devait aller déjà la voir 2 fois, mais Bertrand Meust a eu des problèmes de famille qui fait qu'on n'a pas pu aller au dernier moment la voir. Donc c'est remis. J'espère qu'on va pouvoir faire ça quand même cet été. Cet été, je pense qu'on devrait pouvoir la joindre encore, voir si elle habite déjà à la même adresse, si elle n'est pas en maison de retraite. Mais donc il y a encore 2 témoins vivants actuellement de l'affaire de Sauvigny-le-Bois.
c'est-à-dire la mère de la petite fille, qui ont été tous les deux témoins, partiellement témoins du phénomène de Sauvigny-le-Bois. Sauvigny-le-Bois est un cas très intéressant, puisque, bon, déjà, parlons du lieu. Le lieu a changé ou pas? Le lieu a changé maintenant. Avant, c'était une maison. Il y avait donc une maison sur la droite quand on arrive dans Sauvigny-le-Bois. C'était une maison qui était entourée de murs. Hein. Et il y avait donc ce fameux ginkgo biloba qui était déjà présent à l'époque, qui maintenant est un grand arbre. Il y avait des serres, il y avait un jardin, et il y avait un petit parc devant où derrière se posait l'objet. Et c'était une grande propriété qui était entourée de murs. Et puis là maintenant, les murs ont été, c'est une partie des murs devant quand on arrive par la route principale vers l'église, du côté de l'église, ont été détruits. Et pour faire des entrées, et on a mis à l'intérieur de la propriété où se trouvaient les serres et le jardin, des garages et des habitations, ça doit être des logements sociaux ou quelque chose comme ça. Par contre, la maison où vivait la famille Monin est conservée. On peut retrouver le perron. On peut retrouver le perron sur lequel était positionné le père Monin pour observer le phénomène. Et la maison derrière qui a été rénovée, bien sûr, le tout ont été rénovés. Mais on peut encore voir un petit peu quand même des éléments de l'époque. L'arbre, le ginkgo biloba qui est toujours là, qui est immense, imposant. On peut voir le cimetière un peu plus loin, la propriété avec une partie des murs. Et puis la maison du père Monin avec son perron, mais les lieux à l'intérieur où c'est posé, à l'endroit même où se sont posés l'objet, c'est méconnaissable pour la bonne et simple raison que ça a été bétonné, il y a un sol bétonné, et des garages qui ont été mis, des habitations, etc. Et comment se fait-il que... Comment tu pourrais expliquer que... Bon, c'est sûr que ça n'a pas eu la même médiatisation, l'affaire de Sauvigny-le-Bois, mais ça fait quand même 50 ans, 2017, et il n'y a pas de 50e anniversaire comme il y a eu à Valençol. Parce que les gens ne se sont pas mobilisés, parce qu'à l'époque, par contre, en 67, il y a eu beaucoup de mobilisation, puisque je crois que c'est Pierre Tchernia qui est venu avec la télévision. Il y a eu des archives de l'INA, aussi on peut voir les petits films dans les archives de l'INA. Donc il y a eu aux actualités, c'était passé aux actualités télévisées et tout. Mais depuis c'est retombé à l'eau, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de il y a eu une forte médiatisation même télévisée au début, mais c'est retombé à l'eau, peut-être parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de gens, le maire ne s'est pas trop intéressé à l'affaire. Ça pourrait être par exemple un sujet que la EPA pourrait faire, mais d'un autre côté, les lieux ont beaucoup changé, c'est ça le problème. Et puis c'est passé à l'intérieur d'un village, tandis que Valençol, ça s'est passé dans un champ à l'extérieur. Et pourquoi ne pas faire un événement à l'INSEC? L'INSEC, on pourrait le faire aussi, parce qu'il y a eu une RR3 à l'INSEC. À partir du RR3, on pourrait le faire, mais il faut encore avoir la volonté de le faire, les moyens de le faire. Et puis, je pense que les autorités, à mon avis, ne seraient pas contre, puisque quand j'avais fait un article dans Lyon Républicaine sur les ovnis d'une page, 2 jours après, je crois que c'est le maire de Saint-Puy, donc c'est à côté de l'INSEC, puisque l'INSEC c'est sur la commune de Saint-Puy, avait repassé un article dans le journal, dans l'espace de 2 jours, curieusement, en disant un ovni à Saint-Puy, ou à l'INSEC, sous-entendu à l'INSEC, avec description de la fameuse RR3, etc. Il avait donc tenu à rappeler l'événement qui s'était passé. Il avait tenu à rappeler l'événement qui s'était passé à Saint-Puy, certainement en voyant l'article que j'avais publié sur les ovnis dans le mag du samedi, dans Lyon Républicaine. Est-ce que tu reçois des fois, t'en reçois par téléphone, des gens qui t'appellent, qui te parlent d'un cas, mais qui ne veulent pas dire ni leur nom, ni autre, comme des témoignages anonymes, ou par exemple des gens qui t'envoient des témoignages par mail, tu leur renvoies, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite, non, mais par contre, des fois, par mail, ils mettent leur nom. Alors, il faut savoir si c'est leur vrai nom. Ils mettent leur nom,
Par exemple, si je renvoie un témoignage papier, c'est que j'ai leur adresse, à savoir si c'est vraiment leur adresse personnelle ou si c'est une adresse inventée ou si c'est une adresse de quelqu'un d'autre. S'ils répondent pas, c'est un peu... S'ils répondent pas, mais ils répondent pas. Moi, je tiens pas compte du témoignage. Moi, il me faut au moins un questionnaire papier rempli, daté et signé pour que j'en tienne compte. Voilà, ou une conversation téléphonique que j'ai une conversation téléphonique où j'ai pu vérifier certains paramètres. Parce que sur le site du Nufor, qui est un site américain que je consulte souvent pour regarder les news dans le monde, il y a souvent Anonymous Report, donc témoignage anonyme, il n'y a pas de suite. Le problème, comme m'a dit Thierry Rocher, j'avais posé la question une fois à Thierry Rocher, j'ai dit écoute, j'ai des témoignages des fois, mais j'ai le gars, sous prétexte qu'il ne veut pas donner, il ne veut pas donner son nom, il ne veut pas signer le document, le questionnaire OVNI, quoi. Et puis j'ai qu'un témoignage comme ça, puis sans aucune référence. Il me dit bah, écoute, tu publies pas. Voilà. Il m'a dit ça tel que. Je vous retrouve à présent au sud-ouest du lieu-dit ou du hameau Le Grand Ponceau, que vous pouvez voir juste là, au premier plan. Et en arrière-plan, vous pouvez voir la colline de Fleury-la-Vallée, qui, selon l'ufologue Rémi Fauchereau, est une avancée du Cénomanien, géologiquement parlant, je tiens à préciser. La colline de Fleury-la-Vallée est un excellent point de veillée, ou de future veillée, puisqu'on voit très loin, on voit toute la zone, finalement. J'y suis allé hier avec quelques membres de l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Et nous sommes allés pour voir ce que l'on voit au-dessus, si ça pourrait être un lieu potentiel pour de futures veillées de l'AEPA, l'association de Rémi Fauchereau, qui signifie Association d'études des phénomènes aériens non identifiés. Effectivement, c'est un excellent point de vue. Alors, tu m'avais fait part que tu montais étant plus jeune sur la colline pour faire des veillées. C'était à quel âge, ça? 16 ans aussi. Aussi 16 ans. Avec tous les copains, donc, puisque c'est à peu près dans les 15-16 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie, j'ai converti des copains comme mon ami Patrick Sénégas, comme mon ami Didier Borel, et puis encore d'autres comme mon ami Philibert Rouchot, des copains du village, comme des copains de lycée, de monter justement sur la colline de Fleury pour aller faire des veillées. Voilà. Et alors on s'était équipé parce qu'on voulait attirer voir si on pouvait attirer des phénomènes ovnis ou quelque chose comme ça. Alors il y en a, vous savez qu'aujourd'hui ils utilisent leur faisceau laser, leur petit faisceau laser. Il y en a même je crois, il y en a qui étaient spécialisés avec des lampes vertes qui mettaient en triangle, je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui était spécialisé, qui avait fait une spécialité, il avait dit qu'il fallait faire un triangle avec des spots verts, envoyer des lumières vertes, et on avait trouvé ça sur internet il y a quelques années. Il y a même une émission de télévision là-dessus, et en fait ils n'ont rien dit du tout. Bon, ça c'est pas surprenant. Et donc nous, ce qu'on avait inventé à l'époque, c'est qu'on n'avait pas tout ça, on n'avait pas de laser, on n'avait pas de lumière verte, on n'avait pas tout ça. Alors, on avait pris un petit pistolet qui envoie des fusées éclairantes. Et on envoyait des fusées éclairantes en l'air, des rouges, des bleus, des blanches, etc. Des vertes aussi. On envoyait des fusées éclairantes. Et le résultat de l'affaire, c'est qu'on a eu un article dans le journal de la préfecture, entre guillemets, qui était issu des règlements du département, que la préfecture n'autorisait pas à envoyer des fusées éclairantes comme ça la nuit, au moment des cultures, tu vois, en plein été, etc., que ça pouvait mettre le feu et tout ça, etc. Voilà. Donc c'était interdit, le tir de fusée était interdit sur le territoire de Lyon et dans la région d'Auxerre. Alors donc on a arrêté depuis ce temps-là d'appeler les ovnis avec des fusées éclairantes. Voilà à quoi on jouait à l'âge de 16 ans. Oh, mais tu sais, aujourd'hui, il y en a qui le font encore, de ça. Ah ouais. Mais t'as pas eu de signalement
Après, dans ces années-là, comme je t'ai dit, pour les Ah ballons... non, et si, ça avait fait... Parce qu'il y en a qui les avaient vus, les fusées éclairantes. Oui, mais il y en a qui Ils sont... se demandaient bien ce que c'était, ceux qui sont pas habitués, déjà. Oui, c'était pas très connu à l'époque, et puis il n'y avait pas l'aérodrome de Branche qui était juste à côté. Il n'était pas encore, fait à cette époque-là. Alors donc, c'était encore l'ancien aérodrome de Branche qui était à Moneto. Alors donc, ils se demandaient bien ce que c'était. Et donc, il y avait des gens qui en avaient parlé un peu partout. Ça avait parlé un peu partout dans les bistrots des villages, à Fleury-la-Vallée, à Charbuy, tout ça. Et quand ils ont vu l'article, on s'est un peu dénoncé. On a dit que c'était nous qui avons lancé des fusées éclairantes, quoi. Peut-on concilier astronomie et ufologie? Alors, donc, concilier ufologie et astronomie, je pense que c'est nécessaire. Alors, les concilier, c'est parfois difficile, parce que les ufologues, les astronomes se heurtent un peu sur justement leur matière, les ovnis, etc. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'astronomes qui n'aiment pas l'ufologie, et l'ufologie a besoin de l'astronomie pour expliquer certaines choses, notamment les méprises et tout ça, toutes ces choses-là. Mais l'astronomie, il y en a beaucoup qui sont en reste et qui ne veulent pas entendre parler d'ovnis ou de soucoupes volantes ou de phénomènes de pan ou de choses comme ça. Ils n'y croient pas, bon, parce qu'ils ont des télescopes très, très pointus. Beaucoup disent oh ben s'il y avait des ovnis, nous qui regardons le ciel tout le temps, on aurait déjà depuis longtemps vu quelque chose dans nos télescopes. Mais il faut dire que leurs télescopes, ils voient le ciel profond, très loin, etc. Et donc ils ne voient pas l'ensemble du ciel. Il y aura toujours un conflit entre les ufologues et les astronomes purs, hein, qui font de l'astronomie pure, qui veulent entendre parler que d'astronomie. Les astrophysiciens, par exemple, aussi, ce sera pareil. Hein, c'est difficile de leur faire admettre le phénomène ovni. Je pense à un astronome ou un astrophysicien qui s'appelait Braic, qui est décédé maintenant. Il ne voulait pas entendre parler du tout du phénomène ovni, il n'y croyait pas, et puis il le disait par A plus B. Et c'était un gars qui était une pointure en astrophysique. Bon, il y aura toujours des problèmes comme ça, mais d'un autre côté, d'un autre sens, l'ufologie, par contre, a besoin de l'astronomie, c'est sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui, moi je pensais, par exemple, à ceux qui faisaient des méprises avec Vénus. Et ça, c'est vérifiable par l'astronomie, par un astronome. Il y a eu beaucoup de méprises avec les conjonctions entre Vénus et d'autres planètes. Ou la planète Mars, l'apparition de la planète Mars, où il y a un point rouge, un point orangé dans le ciel, ça y était, c'est un ovni. Donc l'astronomie peut apporter des explications à l'ufologie. Mais c'est compréhensible que les astronomes ou les astrophysiciens ne veulent pas entendre parler d'ufologie. Ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que qui dit ufologie, les astronomes ont peut-être une hypothèse, disons, un peu réductionniste, c'est-à-dire quand ils entendent parler le mot, entendent parler d'OVNI, ils pensent tout de suite extraterrestre. Même eux pensent ça. Et qui dit vie extraterrestre, évidemment, même OVNI, ils pensent au voyage entre les galaxies, entre les planètes, entre les étoiles, et donc apparemment, si on tient compte de la relativité telle qu'ils l'ont apprise dans leur faculté, si ça représente des années-lumière de voyage, etc. Donc il y a tous ces problèmes-là qui interviennent. Ça, donc, ils ont du mal à concevoir quelque chose. Bon, maintenant on a l'exobiologie, donc la vie existe ailleurs, ça c'est tout à fait possible, c'est admis, même c'est quasiment admis maintenant, que c'est tout à fait possible, mais de là à faire le voyage
d'une planète même qui se trouve à des centaines d'années-lumière, ou même à des années-lumière vers la Terre, c'est pas demain la veille pour eux. C'est pour ça un peu qu'ils ne croient pas au phénomène OVNI. C'est surtout pour ça qu'ils ne croient pas au phénomène OVNI, à mon avis. D'après toi, à quoi servent les archives? Quand on fait des archives, c'est dans le but de garder de l'information. Et si on veut garder de l'information, ça sert aussi bien au présent qu'au futur. Ça peut être au présent, des gens qui veulent étudier des archives passées, par exemple, qui existent depuis des dizaines d'années en arrière, ou plus, même beaucoup plus, et qui veulent travailler sur ces archives pour faire des publications récentes, ou alors tout simplement archiver pour les gens du futur. Les gens qui, dans 10 ans, 20 ans ou plus, se pencheront sur notre travail que l'on fait actuellement et en tireront eux aussi des brochures ou des choses comme ça. Pour ce qui est des archives papier, des archives vidéo aussi, on peut très bien le faire aussi pour des archives vidéo, ou refaire des documentaires vidéo à partir de rushs de vidéos qu'on fait actuellement, ou qui sont passées comme l'INA a fait des archives sur ces vidéos. Et donc on repassait ça dans une émission actuelle comme dans une émission future. Que penses-tu de ceux qui les gardent pour eux? Ah, c'est un peu dommage ça, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. Parce que quand la personne décède, qu'est-ce que ces archives vont devenir? Il vaut mieux les déposer dans un lieu public pour qu'ils soient consultables par tous, pour l'avenir, je pense. C'est dommage de travailler, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut décéder. On peut faire des archives pour les garder pour soi. Je pense qu'il faudrait penser à un contrat avec les sociétés d'archives ou les associations d'archives, d'archivage même, pour justement, par exemple quand on décède, que les archives puissent être sauvegardées. C'est le minimum qu'on puisse faire. Parce qu'on se dit, oh, ben, quand j'aurai 80 ans, quand j'aurai 90 ans, on verra à ce moment-là. Et on peut sortir demain de sa maison, avoir des archives, et puis se faire renverser par une voiture, ou passer sous une voiture, ou faire une crise cardiaque. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des archives? S'il n'y a pas eu de contrat de signé avec tel ou tel organisme pour conserver ces archives, la famille va tomber dessus. Si ça ne va pas l'intéresser, ça va finir dans les vides-greniers ou à la poubelle. À la benne. À la benne, par exemple, oui. Tu enregistres des émissions à la télévision concernant les ovnis. Tu es interviewé tous les ans depuis 6 ans par ODF TV, enfin par mois quoi. J'enregistre aussi le plus possible les manifestations comme Chalon, exact, avec mon caméscope. Exact. J'enregistre mes témoins quand ils me font une déposition. Quand j'ai leur accord, bien sûr, avec leur accord, ça se fait pas comme ça. Et donc je fais les archives de tout ça et ça commence à représenter déjà pas mal d'heures de vidéos. Oui, pas mal de gigas. De gigas, voilà. Oui, de gigas. D'où ma question. Il va falloir installer un sacré serveur à l'avenir pour le saut. Ben oui, ça c'est sûr, enfin je ne m'y connais pas trop en informatique. Mais c'est sûr que pour le saut, il va falloir quelque chose de monumental pour enregistrer tous ces gigas. Une sorte de DINA saut. Voilà, oui, c'est ça, oui. Faire quelque chose comme ça pour conserver toutes ces vidéos, parce que de toute manière, ça va être l'avenir. De plus en plus, il y a des gens qui travaillent avec YouTube ou des choses comme ça. Ou Twitch. Les jeunes, c'est Twitch. Oui, les jeunes, c'est Twitch, oui. Et puis donc, il va falloir bien sûr garder ces archives vidéo, audio-vidéo. Car encore faut-il que YouTube existe encore. Oui, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, c'est sûr. On ne sait pas non plus sur quel support ça va être conservé. Parce qu'il y a eu les DVD, il y a eu les cassettes VHS, il y a eu les micro-cassettes comme moi j'ai.
Dans les audios, il y a eu les cartes SD, il y a eu les bandes magnétiques. Donc il va falloir aussi tenir compte du support sur lequel on va pouvoir lire ou entendre toutes ces archives vidéo ou audio. C'est problématique. Alors, pour rester sur le numérique, il y en a certains qui aimeraient, attention, parce que là c'est un travail encore plus monumental, qu'on retranscrive toutes les interviews vidéo en texte. C'est du travail, hein. C'est-à-dire que ça, ce que tu dis là présentement, dans le futur, quelqu'un retranscrira en texte. Oui, il faudra avoir une machine spéciale pour le faire, parce que c'est comme une sorte de téléx. Vous savez, quand vous parlez au bout du fil, ça vous tape tout ce que vous dites. Oui, on pourrait le faire, effectivement, mais il va falloir inventer la technologie pour. Parce que je pense pas qu'elle soit encore inventée. Ça commence, peut-être. Mais c'est long. Ouais, c'est et long. Puis ça retranscrit pas vraiment ce que tu dis. Oui, et puis Il faut bien articuler, etc. Au départ, ça va coûter cher, tout ça. Ah, bah, comme tout. Il y aura des imperfections dès le départ, mais peut-être qu'avec le temps, ça se modifiera. Que conseilles-tu aux futurs ufologues, enquêteurs? Parce que tu parles de futurs ufologues dans mon département. Oui. Ouais. Eh bien, je leur souhaite de continuer. Alors bien, moi j'ai pris certains moyens, comme placardage d'affiches, annonces sous forme d'annonces publicitaires dans des magazines. Je me suis servi d'Internet, etc. Je me suis servi d'outils anciens et d'outils modernes de mon époque. Je leur souhaite à ces gens-là, et je leur conseille à ces gens-là, d'utiliser des moyens peut-être anciens aussi, qui datent un peu, hein, tout simplement l'affichage OVNI appel à témoins existera toujours, puisqu'il a toujours existé de tout temps dans n'importe quelle affaire, pas seulement dans les OVNI, et ça a toujours apporté des informations, mais qu'ils utilisent aussi les moyens de leur époque pour faire des enquêtes, pour mener des enquêtes, et ça pourrait donner des choses très très intéressantes. C'est tout? Oui, je vois pas autrement. Autrement, je leur souhaite de continuer le travail que j'ai commencé, sans pour ça le reprendre, disons, le copier, simplement le reprendre pour peut-être le faire évoluer. Par exemple, reprendre des cas et puis refaire des contre-enquêtes. Alors bien sûr, les témoins seront peut-être plus là depuis longtemps, mais on ne sait jamais, avec les moyens modernes dont ils disposeront, ils pourront peut-être arriver à trouver des solutions où moi j'ai parlé de phénomènes inexpliqués qui en fait n'en étaient pas à l'époque. On ne sait jamais, ça peut très bien arriver. Alors donc, c'est sûr qu'on peut reprendre mon travail et le refondre, enfin pas le refondre, le remanier de manière à déboucher sur quelque chose peut-être de l'inexpliqué à l'expliquer. Par exemple, on peut suivre ce chemin-là. Mais le travail que j'ai fait, je voudrais qu'il soit conservé, qu'il ne soit pas inutile, et qui servent aux futurs ufologues du département, si il y en a. Parce que c'est pas sûr qu'après la disparition de la EPA, par exemple, et puis de la dissolution de ses membres, de cette association, quelqu'un reprenne dans le département, sera peut-être dans le département voisin ou ailleurs, je ne sais pas. Mais on verra. On a lancé une dynamique, on va voir. On va voir si ça va marcher. À mon avis, il y en aura toujours qui suivront, parce qu'il y a beaucoup, vu le nombre de témoignages que j'ai recueillis dans Lyon, on voit qu'il y a quand même pas mal, et puis que de livres, de fascicules que j'ai vendus, ça prouve, on a vendu plus de 1300, 1400, on trouve qu'il y a beaucoup de gens intéressés, et donc de potentiel
de gens qui peuvent soit créer une association, soit reprendre une association. Faut-il encore qu'ils soient motivés vraiment à 100%, qu'ils aient le temps de le faire aussi, parce que la vie de famille ou la vie scolaire ou la vie professionnelle est très prenante, et donc c'est pas toujours possible. Mais si un jour ça se fait, ce sera une continuité, que ça soit une continuité de ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas contre non plus le fait qu'ils abordent la question sous d'autres angles que celles que moi j'ai utilisées. Eh bien, je tiens à remercier Rémi Fauchereau d'avoir répondu à toutes ces questions, posées également par vous autres, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux qui, une fois est passé sur ODH TV 2 ou ODH TV Archive, a vu une vidéo de Rémi Fauchereau, a laissé un commentaire et donc, ou une question. Et donc toutes ces questions ont été posées à Rémi Fauchereau. Je suis actuellement au sud-ouest de son lieu d'habitation, autant dire le lieu dit Le Grand Ponceau. Derrière, vous pouvez voir la colline de Fleury-la-Vallée. Et je tiens à le féliciter pour tout son travail qu'il effectue, déjà au sein de son association, la EPA, Association d'études et phénomènes aériens non identifiés, à recueillir tous ces témoignages sur le terrain, d'aller voir les témoins, enfin le ou les témoins, d'effectuer des veillées avec son association à l'aérodrome d'Auxerre-Branche, mais également d'archiver pour l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques en France, et bien sûr de réaliser toutes les vidéos que vous voyez sur ODH TV, que ce soit dans l'astuce du veilleur, dans l'astuce de l'enquêteur, les différents thèmes et sujets dans l'étude géo-ufologique d'ODH TV, où il est présent pour montrer... Il y a toujours la moto, hein. Pour montrer comment est le phénomène OVNI dans son département, le département de Lyon, mais également les départements limitrophes, car si je vous retrouve ici, ce n'est pas pour rien. Les premières veillées qu'il faisait quand il avait 16 ans se faisaient au-dessus, là, sur la colline de Fleury-la-Vallée. Et donc il partait de nuit, à pied bien sûr, au-dessus de cette colline pour observer le ciel, pour faire de l'astronomie et de l'ufologie. Et c'est pour ça, Rémi, au nom de l'équipe d'ODH TV et des partenaires proches, nous te remercions pour tout le travail que tu effectues tous les jours et toutes les nuits, juste pour ta passion et pour transmettre pour les générations futures. Je vous donne rendez-vous au prochain interview des Mémoires de l'ufologie en France. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée et à très bientôt sur les routes, chemins ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.